L'enseignement bien appliqué harmonise toute notre vie. Quelqu'un vient se plaindre à moi. Je pratique l'enseignement, je suis toutes ces prescriptions, mais je me sens déséquilibré, nerveux, près de la folie. Je lui réponds, alors pour moi, c'est la preuve que vous vous trompez en disant que vous suivez bien l'enseignement. Vous devez probablement laisser libre cours à quelque chose de pernicieux en vous, tel l'orgueil, le manque de maîtrise dans l'imagination ou l'exagération. Peut-être forcez-vous les choses en voulant obtenir trop vite de grands résultats spirituels. Tout cela n'est pas conforme à l'enseignement. Donc, n'accusez pas l'enseignement. C'est vous qui ne vous y prenez pas comme il le faut. L'enseignement est conclu et conçu pour équilibrer les êtres, les renforcer, les rendre plus heureux, pas pour les déséquilibrer. Si vous êtes la proie de certains troubles, il faut chercher en vous quelles sont les lois que vous avez transgressées. L'enseignement bien compris, bien appliqué, ne peut que harmoniser toute votre vie. Bonsoir et bienvenue au siège de l'information. Le siège de l'info, Charbel Aïou. 90 minutes sur le reste de nos réseaux et une soixantaine de minutes sur le réseau local de Golf TV Africa. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir. Vous êtes à la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. C'est le siège de l'information. Je vous le rappelle une fois encore, nous en aurons pour une soixantaine de minutes sur le réseau local de Golf TV Africa et 90 minutes entières sur le réseau international et l'ensemble de nos réseaux. Dans moins d'une soixantaine de minutes, nous établirons sur le réseau local la liaison avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Ce sera pour le Washington Forum. Le Washington Forum, vous le connaissez, c'est un magazine d'information réalisé avec beaucoup d'intelligence et de professionnalisme par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Prenez donc le rendez-vous. L'actualité ce soir, mesdames, messieurs, c'est d'abord la réponse de la Guinée-Bissau. Le président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, le général Oumarou Sissoko Embalo, dans l'une de ses récentes déclarations médiatiques sur une chaîne de l'impérialisme occidental, a menacé la Guinée-Conakry. A menacé la Guinée qui, dit-il, à l'instar du Mali, ne serait pas en train d'obtempérer aux instructions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, concernant les délais prescrits par l'institution sous-régionale pour le retour à l'ordre constitutionnel et la remise au pouvoir civil. La Guinée a naturellement réagi par la voix de ses forces armées. Une réaction, tenez-vous bien, mesdames, messieurs, à la limite de l'ouvrage. Comme vous allez le suivre, vous allez l'apercevoir. Suivez. Nous avons suivi la sortie médiatique du président de la conférence des chefs d'État aujourd'hui sur les zones de RFI. Avant tout, nous regrettons cette sortie solitaire, irresponsable et inappropriée à l'égard du peuple souverain de Guinée. Comme vous le savez tous, la fonction de président de la conférence des chefs de l'État est d'une grande exigence et ne voudrait pas que l'on estime que ce statut donne le droit de parler et de décider en lieu et place de ses pairs avant même de leur avoir consulté. Depuis son arrivée à la tête de cette institution respectable, le président Embalo s'illustre dans ses prises de position personnelles au mépris de ses homologues présidents. D'abord, le bon sens et le respect de notre sous-région voudraient que l'on s'abstienne d'organiser des sommets de la CEDEAO en dehors des terres d'Afrique de l'Ouest. La jeunesse consciente africaine pleure dans son âme que son sort et sa situation soient décidés d'avance par quelqu'un et à des milliers de kilomètres. Cela démontre clairement aussi le manque de rigueur en soi
à certains moments. À lui entendre et à le prendre au mot, en imposant à ses pairs la tenue de ce sommet en dehors de son espace géographique, son leadership aura permis de donner l'occasion aux autres de ne pas nous prendre au sérieux, à moins que ce ne soit son objectif. Dès lors, il est donc permis d'inviter le patron des chefs de l'État de la CEDEAO, comme il le prétend, à œuvrer davantage pour l'honneur et la grandeur de nos peuples. Le mensonge grossier et les propos qui s'apparentent à de l'intimidation sont de nos jours des pratiques rétrogrades qui n'honorent pas son auteur et ternissent par la même occasion l'image de marque de la CEDEAO. Nous ne voulons pas porter cette honte. C'est pourquoi le temps est venu de dire ce qui a été dit en Guinée et qui est archi faux et décousu de tout sens. Ce dont il a été question dans les échanges est le contenu du chronogramme de la transition. Nous ne ferons l'objet d'aucune publicité pour personne ou pour quelque raison que ce soit. Le respect de notre pays et de nos dirigeants est la base de toute relation au sein même de la CEDEAO. L'instabilité ne peut être une marque de gouvernance ou un droit acquis. La démarche du président Embalo procède d'une diabolisation du régime de la transition en Guinée. Ça ne marchera pas parce que ses intentions et son orientation sont connues. Toutes les démarches menées par lui en lieu et place de la CEDEAO étaient de nature à entériner son choix de candidat pour les futures élections. Nous ne laisserons personne prendre en otage la voix du peuple. Si cela nous vaut de l'acharnement, nous voulons rassurer la communauté nationale et internationale que le peuple souverain de Guinée sera au rendez-vous de l'espoir parce que nous ne reculerons pas. Nous invitons les uns et les autres à la vigilance. Une autre évidence est le fait qu'il y a une nouvelle dynamique dans nos pays qui est impulsée par une nouvelle génération de dirigeants à laquelle appartient le président Doumbouya, qui ne fera pas de civisme et n'est pas aliéné. Pour ceux qui interrogent l'histoire, on sait qu'en Guinée et partout dans le monde, le Guinéen n'aime pas le manque de respect ou un quelconque dictat. Nous avons volontairement ouvert toutes nos portes à la CEDEAO, mais nous nous résignons d'accepter que l'image souverainiste de notre si chère institution sous-régionale ne soit prise en otage par des sorties non maîtrisées et imprévisibles. Président Embalo, qu'est-ce qui nous a été proposé pour une sortie de transition, à part le calcul arithmétique de jours et de mois? La situation guinéenne n'est-elle pas la résultante de l'inaction et du mutisme de la CEDEAO dans l'accompagnement de faits dans la violation de la Constitution? Nous assimilons cet acharnement au fait que les actions de rectification institutionnelle en cours dans notre pays soient du mauvais goût pour certains qui voudraient nous replonger dans les erreurs du passé. Chaque pays a ses réalités et nous assumons les nôtres. C'est la raison pour laquelle nous avons consulté l'ensemble des forces vives de la nation pour proposer un contenu à notre transition. Il est important qu'il y ait un peu de retenue dans certaines prises de parole pour ne pas se donner un spectacle aux yeux du monde. On ne peut malheureusement pas se permettre de parler comme des acteurs des réseaux sociaux pour comptabiliser le nombre de vues. Nous ne permettrons à personne que la presse soit la voie par laquelle un responsable choisira pour parler de notre pays et en profiter pour s'accorder du crédit en disant des choses qui n'ont jamais fait l'objet d'échanges. La première sortie n'a pas fait l'objet de réaction parce qu'il avait été estimé qu'il fallait de la hauteur. La vérité est que quelqu'un se permet de dire ce qui n'a pas été dit et veut faire croire cela aux gens. On n'est pas dans une émission de guignol ou de télé-réalité. Il s'agit de relations diplomatiques entre des États responsables qui requièrent le respect. Au sujet des sanctions pré-proclamées, nous répondons que ce n'est pas une surprise venant du président Embalo. Nous regrettons ces propos qui s'apparentent à de l'arrogance contre notre pays et un dictat aux autres chefs d'État de la CEDEAO. Ce qui reste sûr, les prises de position du président Bissau-Guinéen ne seront pas de nature à détériorer les relations historiques, séculaires et fraternelles entre nos deux peuples. Nous trouverons en cette période de transition la force, le caractère et l'union sacrée
qui nous permettront d'aboutir à la mise en place d'institutions fortes qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. Nous voulons à cette période cruciale pour notre pays pouvoir compter sur l'accompagnement de tous les partenaires sous l'égide de nos frères de la CEDEAO. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous vous en doutez, l'outrage, la réaction a été à la mesure de l'outrage. Et bien entendu, vous aurez les explications de cette sortie et les commentaires dans nos prochaines éditions. Toujours au sujet de l'Afrique de l'Ouest, le Mali célèbre ce 22 décembre le 62e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. À l'occasion de cette célébration, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a adressé un message à la nation. Une occasion pour le président Goïta de saluer la bravoure du souverain peuple du Mali et de revenir sur les grands défis auxquels le pays fait face depuis le 24 mai 2021, notamment les sanctions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO qui ont occasionné une augmentation du coût de la vie au Mali. Il rappelle par la même occasion à leurs différents partenaires les principes sur lesquels doivent désormais se baser leur collaboration avec le Mali. Plus de détails à travers cet extrait de son message. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, il y a 62 ans que les pères fondateurs du Mali célébraient en communion avec le peuple l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Cet événement historique que nous consacrons à notre tour est un rendez-vous citoyen auquel chaque Malienne et Malien doit accorder la plus haute importance, car c'est le jour de souvenir de notre dignité retrouvée après une longue période de domination coloniale. C'est pour cette raison que nous plaçons ce 62e anniversaire sous le signe de l'union dans la souveraineté retrouvée. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la rectification de la transition intervenue à partir du 24 mai 2021 résultait de la prise de conscience que les véritables causes des crises politiques et sociales dans notre pays n'avaient pas été traitées sérieusement. Le défi majeur auquel nous faisions face était alors de savoir comment nous épargner désormais un éternel recommencement. C'est pour trouver des réponses appropriées à leurs revendications légitimes que les Maliens se sont retrouvés au cours des mémorables assises nationales de la refondation qui ont tracé les sillons des réformes dans tous les domaines de la vie nationale. Au même moment où nous étions attelés à réaliser ces aspirations profondes de notre peuple, les organisations communautaires ouest-africaines ont décidé d'imposer des sanctions à notre pays. Il me plaît ici de saluer une fois de plus la résilience du brave peuple malien qui, dans la plus grande dignité, a supporté les difficultés et désagréments engendrés par cette situation. Ces sanctions conjuguées avec d'autres facteurs ont occasionné une augmentation du coût de la vie qui a affecté l'ensemble de la population, mais plus particulièrement les couches vulnérables. Il est heureux que nous ayons tous pris conscience du fait que c'était le prix à payer pour atteindre nos objectifs à moyen et à long terme. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, plus que jamais, le Mali entend retrouver la place qui lui revient dans le concert des nations. Et je voudrais saluer notre diplomatie qui, de manière courageuse et professionnelle, porte la voix du Mali partout, cela se doit. Je voudrais également remercier tous les partenaires qui accompagnent notre pays dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour la restauration d'un État démocratique. Notre pays est soucieux de raffermir ses relations avec tous les autres pays et de participer activement à la vie internationale. Cependant, il est important que nos partenaires comprennent que les relations avec notre État doivent être désormais fondées sur les 3 principes suivants. Le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali, la défense des intérêts du peuple malien dans les prises de décision.
C'est aussi le lieu pour moi de saluer l'ensemble des Maliens établis à l'extérieur pour leur souci constant de défendre la patrie et d'apporter leur pierre à l'œuvre du développement économique. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, la question de la souveraineté qui nous est chère à tous ne doit pas être un vain mot, c'est-à-dire un simple slogan destiné à mobiliser la population. Nous devons travailler à nous donner les moyens de nos ambitions de nation souveraine. Les différentes péripéties que notre pays a connues ces derniers temps nous ont permis de mieux connaître les causes de notre vulnérabilité. Ainsi, fort des enseignements tirés de toutes les difficultés dont certaines nous ont été imposées à dessein, nous avons décidé de réduire la dépendance de notre pays vis-à-vis des facteurs exogènes et de lui assurer plus d'autonomie. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, pour renforcer cette politique d'autonomisation de notre pays, le gouvernement va ouvrir plusieurs nouveaux chantiers. Il s'agit en plus de l'ouverture de l'école africaine des mines, de la création d'une société de recherche et d'exploitation minière, ainsi que de la construction d'une usine de raffinage de l'or et d'une usine de filature de coton. Dans notre stratégie économique, il s'agit désormais, dans une optique de renforcement du tissu industriel du pays, de transformer les matières premières stratégiques sur place pour créer de la valeur ajoutée. Dès demain, nous lancerons également la construction d'un complexe hospitalier de 4e référence pour diminuer les évacuations sanitaires de nos concitoyens. Enfin, pour concrétiser notre ambition de nous placer sur l'orbite des technologies modernes, le pôle scientifique et technologique du Mali verra bientôt le jour. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, tout en rendant à nouveau un hommage mérité au peuple malien pour sa mobilisation inconditionnelle pour la réussite de la transition, je lance un appel pressant à la jeunesse malienne dont le rôle a toujours été décisif dans la vie publique. Cette transition est aussi la sienne. C'est la raison pour laquelle elle ne doit nullement être en marge du processus de refondation de notre pays. Cela est d'autant plus nécessaire que l'attitude de la jeunesse a toujours eu un impact sur le pays. Ensemble, nous ferons le Mali Koura. Vive le Mali indépendant et prospère. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition du Mali, à la veille de la célébration du 62e anniversaire de ce pays. Bamako a un invité de marque dans le cadre de ce 62e anniversaire de l'indépendance. Il s'agit du président de la transition de la Guinée-Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya. Son avion a atterri mercredi 21 septembre en début d'après-midi. Et à sa venue témoigne de l'excellence des relations historiques entre Bamako et Conakry. Je vous invite ici, mesdames, messieurs, sinon que je vous propose le cérémonial à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou de Bamako. Première sortie officielle du président de la transition de Guinée, le Mali. Une visite qui intervient seulement 2 semaines après celle du président burkinabé qui effectuait lui aussi son premier déplacement à Bamako. Tout un symbole. Colonel Mamadi Doumbouya est accueilli à sa descente d'avion par colonel Assimi Goïta, président de la transition. Les 2 frères d'armes échangent quelques mots empreints d'amitié et de fraternité. Le président guinéen entame ainsi un séjour de 48 heures dans la capitale malienne. Après les honneurs militaires, il salue le Premier ministre par intérim, les présidents d'institutions, les membres du gouvernement et les diplomates accrédités au Mali. Suivra ensuite un entretien entre les 2 chefs d'État dans le salon d'honneur du pavillon présidentiel de l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. À l'issue de cette entrevue, colonel Mamadi Doumbouya nous confie dans une brève réaction le but de sa visite au Mali.
Je suis à Bamako à côté de mon frère, le président Assimi, pour bien sûr fêter l'indépendance du Mali et accompagner le peuple malien, qui est un peuple frère. Et nous savons bien sûr la Guinée et le Mali, qu'on le dise, c'est un poumon ou deux même dans un même corps. Donc pour moi, il est important d'être à Bamako pour fêter l'indépendance du Mali avec mes frères maliens. Dans son agenda, le président Goïta offre un dîner officiel en son honneur. Et ce 22 septembre, les deux dirigeants déposeront ensemble une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance en hommage au père de l'indépendance. Ils prendront part également à une prise d'armes au génie militaire. Mesdames, Messieurs, la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali ce 22 septembre revêt une importance particulière avec la présidence à Bamako, je vous le disais, d'un invité de marque. Il s'agit bien entendu du président de la transition du la Guinée-Conakry, le colonel Mamadi Doumbouya, de cœur avec les autorités maliennes. Il est arrivé dans l'après-midi de mercredi d'hier. Donc, son déplacement témoigne de la qualité des relations historiques entre Bamako par une lutte commune contre l'impérialisme occidental. Mesdames, Messieurs, vous venez de suivre donc le reportage à l'aéroport international Modibo Keïta de Cotonou. Je vous invite à nouveau à suivre ces images. Le Mali est le pays choisi par le président de la transition de Guinée pour sa première sortie officielle. Cette visite du président Mamadi Doumbouya intervient seulement 2 semaines après celle du président burkinabé qui a effectué lui aussi son premier déplacement à Bamako. Cela n'est pas anodin. Colonel Mamadi Doumbouya est accueilli à sa descente d'avion par le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne. Les deux frères d'armes échangent quelques mots, empreintes d'amitié et de la fraternité. Le président guinéen entame ainsi un séjour de 48 heures dans la capitale malienne. Après les honneurs militaires, il salue le Premier ministre par intérim, les membres du gouvernement et les diplomates accrédités au Mali. Suivra ensuite l'entretien entre les deux chefs d'État dans le salon d'honneur du pavillon présidentiel à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou. À l'issue de cette entrevue, colonel Mamadi Doumbouya livre le but de sa visite dans une brève réaction. Je suis à Bamako à côté de mon frère, le président Assimi, pour bien sûr fêter l'indépendance du Mali et accompagner le peuple malien, qui est un peuple frère. Et nous savons bien sûr la Guinée et le Mali, qu'on le dise, c'est un poumon ou deux même dans un même corps. Donc pour moi, il est important d'être à Bamako pour fêter l'indépendance du Mali avec mes frères maliens. Dans l'agenda, les deux dirigeants déposent ensemble ce jeudi 22 septembre une gerbe de fleurs au pied du monument de l'indépendance en hommage au père de l'indépendance et prendront part à une prise d'armes au génie militaire. Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya sont deux espoirs du continent africain. Voilà l'urgence de l'actualité hors de nos frontières, notamment en Afrique occidentale ce soir. Mesdames, Messieurs, il était nécessaire et impérieux de vous le faire savoir. Mais tout de suite, voici ce qui fait le sommaire de l'actualité ce soir au Bénin, en direct de Cotonou.
Le siège de l'info, Charbel Ayou. Au collège d'enseignement général de Thionville, dans la commune de Sembé-Podi, élèves, parents d'élèves et autres se plaignent de la lenteur qui s'observe à la comptabilité du dit établissement qui ne facilite pas les paiements de la scolarité. Précision dans un instant. La ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué une descente aujourd'hui à l'unité de production de l'entreprise Suna Benin Limited. Il s'agit pour la ministre d'aller visiter ses installations. Le palais de congrès de Cotonou a servi de cadre aujourd'hui à la validation du document de politique sectorielle du ministère des Sports. Il s'agissait d'amender les dits documents afin qu'ils soient prochainement introduits en Conseil des ministres. Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci de nous rejoindre à cette grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa, le siège de l'information. Mesdames, Messieurs, je vous le rappelle, tout à l'heure, dans un peu moins d'environ une trentaine de minutes, nous aurons à établir sur le réseau local la liaison avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour le Washington Forum. Mais quant à vous qui nous recevez sur le réseau international, vous aurez droit à vos 90 minutes habituelles. Donc vous avez environ une soixantaine de minutes à passer avec nous. Le palais des congrès de Cotonou cadre depuis ce matin à la validation nationale des documents de politique sectorielle du ministère en charge des sports. L'objectif ici est d'amender les dits documents afin qu'ils soient prochainement introduits en Conseil des ministres. C'est Oswald Omeki, le ministre de tutelle, qui a officiellement procédé au lancement et ouverture des travaux. Suivez. À l'horizon 2030, le Bénin va disposer dans toutes les disciplines sportives d'une organisation efficace, de compétences techniques avérées et de ressources matérielles et financières suffisantes pour se hisser au rang des grandes nations sportives. Telle est la vision déclinée dans les documents de politique sectorielle des sports soumis à validation. Et il s'agit d'écouter les participants à cette rencontre sur les éventuels amendements et contributions afin qu'au terme de ces assises, les documents de politique puissent prochainement être introduits en Conseil des ministres. Vous le savez, le chemin a été long. Nous avons décidé, au-delà du programme d'action du gouvernement qui est en cours de réalisation dans notre pays, de graver dans le marbre notre ligne directrice en matière de sport, de jeunesse et de loisirs. Nous avons décidé de doter notre pays de documents politiques qui, au-delà des différents programmes d'action, devrait désormais être notre boussole. Notre boussole à nous qui sommes à l'œuvre aujourd'hui et nous l'espérons la boussole de ceux qui nous succéderont afin que l'action engagée aujourd'hui puisse se poursuivre et que nous puissions au bout de quelques années tirer les fruits de tout l'investissement, de tout l'engagement que nous sommes en train de mettre en œuvre. Je remercie très particulièrement tous les membres du comité qui a travaillé à la mise en place de ces différents documents. Les cabinets qui ont été recrutés, les cadres du ministère qui ont été mobilisés parallèlement au travail non moins difficile qu'ils ont au niveau du ministère, les différents acteurs, les membres des cellules de suivi de la présidence de la République, les partenaires techniques et financiers, nos différents experts, je veux vous remercier au nom du Bénin d'aujourd'hui et de demain. Je veux également dire que quand nous avons reçu les premiers documents, nous les avons partagés à un certain nombre d'acteurs, des acteurs qui n'étaient pas forcément dans les différents comités de travail et qui ont enrichi ces différents documents de leurs réflexions, de leurs contributions. À ma connaissance,
il y a eu un peu moins de 500 contributions sur l'ensemble des 3 documents. J'ai bon espoir que cette belle journée, qui est une journée importante pour notre pays en matière de sport, de loisirs et de jeunesse, sera gravée dans l'histoire de notre pays et que dans quelques heures, quand il sera temps de présenter le rapport, chacun de vous aura dit tout ce qu'il pense de bien pour le développement du sport, de la jeunesse et des loisirs dans notre pays. C'est en souhaitant plein succès aux travaux que le ministre a mis un terme à la cérémonie de lancement des activités de validation nationale des documents de politique sectorielle du ministère des Sports. À noter que tous les membres des différents comités ont été à nouveau remerciés et félicités par le ministre pour le travail non moins difficile qu'ils ont abattu pour un avenir plus radieux des sports au Bénin. La campagne de commercialisation de karité est lancée depuis quelques jours. Le prix est fixé à 110 francs, soit 10 francs de plus que l'année dernière. Et comment se déroule cette campagne pour les acheteurs sur le terrain? La réponse à travers ce reportage signé Fidèle Ezimbaba, notre correspondant permanent dans les départements du Septentrion. Le prix plancher de l'achat des noix de karité est fixé pour cette campagne à 110 francs. Soit 10 francs de plus que l'année dernière. Une augmentation qui profite non seulement aux acheteurs, mais surtout aux femmes ramasseuses. Par rapport au prix, nous avons apprécié cela. Parce que nous autres, c'est des propositions que nous faisons au gouvernement. C'était fait à 100 francs. Mais le gouvernement a vu qu'il faut encourager, surtout notre grand patron, le PR, il faut encourager les femmes ramasseuses, pour qu'elles aient encore le courage plus de faire mieux. Donc c'est pourquoi l'État a mis le prix à 110 francs au lieu de 100 francs que nous autres nous avons eu à proposer. Parce que c'est des propositions que nous autres nous faisons, mais le dernier mot revient au gouvernement. Ce qui a été fait, et nous l'encourageons et nous sommes très contents, fiers de ce prix. Ça va motiver les bonnes dames d'aller encore ramasser encore plus l'année prochaine. Pour le moment, sur le terrain, les acheteurs ne manquent pas de rencontrer des difficultés à cause de la forte pluviométrie. Le transport des marchandises étant difficile, les acheteurs plaident pour que la campagne soit repoussée surtout en saison sèche. Vous savez, les choses changent. Cette année a été spéciale avec la pluie. Et la commercialisation de karité, en principe, ne devait pas le faire pendant la saison pluvieuse. Parce que déjà, après que les femmes n'ont fini de ramasser, elles vont préparer, elles vont décortiquer, elles mettent ça dans leur grenier. Donc quand on va aller acheter ces produits, après avoir fini de chercher, si la pluie tape ça, c'est fini. Le karité avec la pluie ne se marie pas, c'est comme le soja. Donc c'est pourquoi avant on faisait la commercialisation pendant la saison sèche. Parce que quand tu vas dans les campements là, tu achètes 5 tonnes, où est-ce qu'il faut stocker? Donc, c'est bon, la campagne, c'était dit dans le mois de juillet. Le gouvernement a vu la pluie de cette année, donc ils ont ramené ça le mois de septembre. Le gouvernement a bien fait, mais malgré ça, là, aucune voie n'est praticable, aucune voie. Personne ne peut pas dire qu'il va aller à ces produits. On l'a fait parce qu'il faut le faire. Sinon, ça n'arrange personne. Que ce soit les ramasseuses, que ce soit les acheteurs, que ce soit les transformateurs, personne ne peut acheter ces produits-là. Même les motocyclistes ne peuvent pas aller dans ces campagnes-là. Parce qu'aucune de nos voies n'est pas praticable. Sinon, nous n'avons pas les mêmes réalités que les autres pays. Le Burkina, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali, qui sont proches de nous, chaque pays a ses réalités. On ne peut pas comparer le Bénin en matière de production au Burkina et au Ghana. Bon, voilà, maintenant, aujourd'hui, le lancement est fait, mais aujourd'hui, les pots cassés, c'est nous les acheteurs. Parce que les ramasseurs, ils vendent. Mais comment nous autres, nous allons amener ça en ville? Comment nous allons amener ça vers les transformateurs? Donc, si tu amènes, on te rejette les produits pour dire que c'est mouillé, et bien humidité, ça n'arrange pas aussi les transformateurs. Parce que déjà, si le karité est mouillé, c'est vraiment, personne ne va te prendre ça. Où est-ce qu'il faut aller chercher ça? De temps qu'il pleut tous les jours. C'est pourquoi il faut attendre la saison sèche pour faire la commercialisation
de ces produits, réalité. Quelle voie qui est praticable aujourd'hui? Notre grand patron, le PR, son souci, c'est comment faire pour que, et le gouvernement, comment faire pour que les producteurs gagnent. De plus, et là, ça va les motiver, encourager d'aller ramasser plus. Mais s'ils vont le faire, et il n'y a pas la voie, et on va le faire, on va dire que le produit est mouillé, le produit est gâté, à quoi bon de le faire? Même si nous faisons le lancement dans le mois de, en octobre, fin octobre, c'est encore bon. D'autres disent que l'acidité, quelle acidité? Bon, ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes dans le travail. Voilà, on l'a assez, d'autres sont allés assez, mais se répète. Impossible d'aller amener ces produits, même en moto. Mais ceux-là qui sont pressés de faire le lancement, ils l'ont fait, mais c'est pour prier à tous nos acheteurs, membres de la FENAPAT, de prendre le courage et la patience, parce que beaucoup sont en train de dire par où ils vont passer. Donc cette année, c'est une année spéciale. Nous sommes là pour accompagner tout ce que le gouvernement prend, nous sommes là-dedans. Parce que nous dépendons du ministère du Commerce et du ministère de l'Agriculture et le gouvernement entier. Nous les encourageons, nous sommes très contents, fiers de notre gouvernement et fiers de notre grand patron, le PR. Faut-il le préciser, une fois encore, le karité est l'une des filières prometteuses pour le Bénin. Merci Fidèle Ezimbaba, notre correspondant permanent dans les départements du Septentrion. Retour à Cotonou, au marché Zongo, réputé pour avoir en son sein une panoplie de pièces détachées, des voix s'élèvent. Des voix s'élèvent pour pointer d'un doigt accusateur plutôt ce site de commerce. Selon ces accusateurs, cet espace de vente serait un marché noir, donc un couvent de receleurs. Qu'en est-il vraiment? Golf TV Africa est descendu sur le terrain. Imaginons. Zongo est l'un des 15 quartiers qui composent le 5e arrondissement de la capitale économique du Bénin, Cotonou. C'est une zone réputée pour son sens aigu du commerce, des affaires, des échanges. La vente des pièces détachées y a une activité très florissante. Que ce soit de motos ou de voitures, on y trouve de tout. Certaines rumeurs ou personnes soupçonnent cependant ces commerçants d'être des réceptacles de recel, de transformer ce marché en noir. Des allégations que rejettent en bloc ces vendeurs que nous avons rencontrés. Non, c'est pas vrai. Parce que nous, on prend les tâchements sur le port avec les douanes. Nous, on douane un peu plus, on sort ça. Personne ne peut pas vendre la chose ici en faute. Parce que même pour vendre maintenant, là, on fait les fatigues normalisées. On ne paye pas, tu ne peux pas aller sans fatigue normalisée. Non, on paye, on vend ça, on sait comment on gère. Oui, si tu la mets qu'on va payer, si ce n'est pas en gros que tu as douané, non, on ne paye pas. Ça, c'est clair. Si c'est quelqu'un qui dit ça, c'est faux. Ce qu'on dit, c'est vrai, c'est réel. Ça existe, mais moi, je n'ai jamais vu ça ou réclamé une fois devant moi. Bien sûr, bon, des fois, on demande si ces trucs, c'est pas à voler, parce que à plusieurs reprises, des gens disent qu'on amène des choses à voler, des pièces détachées, comme vous avez demandé, c'est réel, mais je n'ai jamais vu ça. Mais si quelqu'un amène ça, selon moi, si c'est moi, si je veux payer, je le demande, est-ce que c'est réel, c'est pour lui, ça lui appartient avant de me vendre, ou de donner certaines des preuves qui montrent que c'est pour lui et il a besoin de sommes. Certains disent qu'ils ont besoin de l'argent pour vendre. Et voilà, des choses qui viennent. Surtout dans cette période même de crise monétaire, il n'y a pas l'argent. Tu déposes tes pièces de véhicule où tu as vendu, tu amènes ça au marché. Des pièces détachées, on vend, c'est vrai. Non, ça c'était le système d'avant. Maintenant, les gens n'amènent plus les choses ici. Les gens amènent ça au pas quoi. 5 ans là-bas pour vendre les choses. Sinon, si les gens l'amènent ici, nous, on les arrête, on appelle le délégué et on confie à le délégué. C'est à Dégacon, où surtout les dépôts des pneus d'occasion, on s'en va sur Rapitaille là-bas, on ramène ici pour revendre les voitures pour pouvoir chercher nos bénéfices. Chaque fois à tout quartier, il y a les accros. C'est les fumeurs de quai, de drogue qui amènent les choses là ici. C'est eux qui les amènent. Mais malgré ça, nous on les chasse, ils n'amènent plus. Ça c'est le système d'avant. Zongo, on n'amène plus les choses de ce paraissent. Hors caméra, certains commerçants nous ont cependant confié qu'ils étaient parfois confrontés ou ont assisté à des scènes où la police est venue chercher des vendeurs parce que certains de leurs articles
proviendraient d'une source douteuse ou volée. Ils ont par contre refusé de se confier à nous, peu importe qu'ils soient anonymes ou pas. Parlons à présent du métier de beatmaker, un métier très délicat. Il est le faiseur du tube, du hit. Vous avez beau chanter comme un rossignol, sans un instrumental accrochant, la chanson ne fera pas grand bruit. Il est donc important d'avoir un minimum de prérequis de qualité avant de migrer vers cet art. Et quelles sont donc les qualités que doit avoir un bon beatmaker? Mesdames, Messieurs, suivez à cet effet Yannick Etchaou. Il est un beatmaker béninois avec succès. Il relève ici les qualités. Un beatmaker est un faiseur de son qui compose des rythmes, des beats. Avec l'explosion du rap dans les années 1990, le statut s'est amélioré. Le développement d'Internet a permis aux beatmakers de mieux se faire connaître et d'obtenir une plus large diffusion, même si de nos jours, ils restent la plupart du temps dans l'ombre. La reconnaissance du milieu pour le beatmaker vient principalement de la présence d'une partie instrumentale de sa création sur un morceau renommé, voire idéalement sur un tube. Le matériel de base pour être un beatmaker reste essentiellement un logiciel de beatmaker, une carte son, un clavier maître, un micro, des enceintes de monitoring, un casque audio et des connectiques. Nick ou Nicky Larson, comme le nom du célèbre acteur du manga japonais City Hunter, est un beatmaker, arrangeur, producteur, ingénieur de son, coach vocal et même parfois à ses heures de folie, rappeur. Up on the microphone and let me drop it then, cause I be hungry, let me keep these dropping things around. Oh, you see the chains, I'm a slave. Not like you think with the ugly sand, blood and the shit around. Live by the code of life, I'm an angry yes. Control by money and by violence, I'm emotional, yes. Sex the dead, make the gold, play the mind, acting like a robber. Living like the master wants. I don't know why I be attached to this. No God, no jargon, and no Anthony. Motivated by the flesh's desire. The instant require, the net of the heel. I'm looking at the mirror, and what I see returns like immature aura. From there, I don't know what I call home. I saw my son like a slave, I live in dishonor. Bon, ça remonte à très longtemps, hein. Ça c'est depuis que j'étais enfant, disons pratiquement depuis mes 3 ans. Papa est musicien, donc forcément il y a eu l'influence de papa. Et puis déjà je faisais mes premiers studios déjà à partir de 5 ans. Vous savez, à l'époque, on est dans les années 90. Un studio, c'était quelque chose de très rare au Bénin. Donc déjà, j'allais dans mes premiers studios. Le tout premier studio que j'ai eu à fréquenter, si je me souviens bien, c'était celui de Oscar Kidjo, Phonovision. C'était en train de naître et d'adopter la nouvelle technologie de l'époque. Donc c'est par là que j'ai commencé. Et ainsi de suite. Cela, avec l'influence de papa, ça a boosté un peu mon amour pour le son, pour la musique. Voilà. Nick, à l'état civil, Yannick Etchaou, est incontestablement l'un des meilleurs beatmakers au Bénin. Auteur de nombreuses compositions à succès dont il a le secret, pour Nick, l'une des qualités fondamentales d'un bon beatmaker est la créativité. Un bon beatmaker doit être avant tout quelqu'un qui écoute beaucoup. Si vous n'écoutez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui se fait et faire mieux. Deuxièmement, il doit avoir le sens du rythme et apprendre un instrument, forcément. Soit c'est le piano, soit c'est une percussion, mais il doit forcément apprendre un instrument pour pouvoir mieux rendre, mieux connaître tout ce qui est notes, solfège, tout ça. Connaître la musique, avoir une bonne connaissance de la musique, que ce soit la théorie musicale, et aussi avoir une très bonne pratique de la musique. Et il doit être surtout créatif, parce que c'est la créativité qui fait la particularité d'un beatmaker. Il ne doit pas se limiter à juste calquer, copier ce qui se fait ailleurs. Il doit pouvoir lui-même faire un truc que les autres vont copier. Voilà, le beatmaker. Mesdames, Messieurs, la ministre béninoise de l'Industrie et du Commerce a effectué une descente aujourd'hui même à l'unité de production de l'entreprise Sonda Bénin Limited. Il s'agissait pour Sadia Alimantou Assouma d'aller visiter les installations de cette entreprise qui devient ainsi la première à produire des couches pour bébés 100% made in Bénin. Gulf TV Africa était aussi de la partie. Imaginez ça.
Les couches pour bébés seront désormais produites localement. Plus besoin d'importer ce consommable indispensable à l'hygiène des nourrissons. Ceci est une réalité grâce à l'entreprise Sonda Benin Limited qui vient redynamiser l'industrie des produits hygiéniques au Bénin. C'est la première usine de couche bébé au Bénin. Mais je vous dis attention, c'est comme notre usine, c'est une usine d'hygiène. Voilà, c'est la première usine, mais si tout ça marche bien, on va augmentation d'investissement. Ensuite, on va faire plus d'usines au Bénin ici. Donc, je pense qu'on peut faire plus au Bénin ici. Voilà. Cette visite s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire du Bénin une terre d'investissement sécurisée tout en transformant structurellement l'économie nationale. La transformation structurelle ne pourrait passer que par l'industrialisation. Donc l'accélération de cette industrialisation fait que nous avons donc agréé des grandes entreprises qui pourraient faire donc des produits que nous importions et que nous ne voulons plus importer, comme donc les couches bébés. Donc nous avons donc agréé donc cette industrie de couches bébés qui sort donc les premières couches bébés faites 100% Bénin. Nous sommes impressionnés vraiment quand on voit la qualité de ces couches-là. Ces couches n'ont rien à envier aux couches Pampers puisqu'on voit bien les matières premières qu'ils utilisent, qui sont vraiment des standards internationaux avec des contrôles qui sont faits par rapport déjà aux matières premières et également les contrôles post-fabrication qui sont faits. Nous sommes fiers de pouvoir avoir donc ces couches-là. Il y a 10 pays qui ont été sélectionnés par cette firme internationale pour pouvoir implanter les usines. Et quand on voit que le Bénin fait partie des pays choisis à cause donc, de cet environnement des affaires qui ne cesse de s'améliorer, que nous avons assaini et qui ne cesse de s'améliorer, de sécuriser, de mettre en confiance les investisseurs. Sonda Benin Limited a rassuré les autorités que les salariés béninois sont traités conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays. Il est vivement souhaité que cette entreprise fasse ses preuves tout en proposant aux populations un produit qui offre un rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Merci Joachim Kamaldine. Joachim Kamaldine au sujet de la ministre du Commerce qui était aujourd'hui donc dans les locaux de la société Sonda Benin Limited. Au collège d'enseignement général de Tchonvi, nous sommes dans la commune de Semekodi, voilà. Le collège d'enseignement général de Tchonvi, dans la commune de Semekodi, élèves et parents d'élèves se plaignent de la lenteur qui s'observe à la comptabilité du dit établissement et qui ne facilite pas le paiement des frais de scolarité. Conséquence, ils sont très nombreux à ne pas connaître leur classe et à suivre les cours depuis le début de la rentrée. C'est un long fil d'attente que Gulf TV Africa est allé observer ce jeudi devant la comptabilité de l'établissement. Au CG Tchonvi, c'est aussi des problèmes d'inondation et d'insuffisance de salles de classe qui s'observent. Gauthier Sédadé et Paul Sagbadjou nous plongent dans cette réalité. Je vous avoue que les cours ont vraiment démarré au CG Tchonvi le lundi 19. Malgré la forte pluie, les enseignants étaient au poste. Les cours ont démarré, mais beaucoup d'élèves au CG Tchonvi sont toujours dans les rangs, espérant payer les frais de scolarité pour connaître leur classe et rejoindre leurs camarades. C'est sous la pluie que nous les avons surpris 4 jours après le démarrage des cours, certains avec leurs parents en attente de remplir les formalités. Le seul comptable de l'établissement, malgré ses efforts, n'arrive pas à être à la hauteur du nombre qu'il attend. Bon, nous sommes là pour pouvoir payer la scolarité à nos enfants. Depuis le matin, on est là. Le rang dit que ça ne va pas du tout. Avec le nombreux effectifs qu'il a ici, je ne sais pas comment on va y procéder pour pouvoir trouver une solution au paiement des frais de scolarité aux enfants. Si on peut trouver d'autres opportunités pour pouvoir trouver 2 voire 3 guichets, ça serait mieux. On ne va pas dire qu'il n'est pas hâte, il est hâte, mais c'est lui seul. Il ne peut pas faire de trucs là, de diligence. Il va essayer de faire ce qu'il peut. Depuis le matin, quand moi j'étais là, j'ai vu beaucoup de personnes qui sont là pour payer les contributions. Mais notre comptable là, il ne peut pas tout faire parce que nous sommes nombreux. Sans ça maintenant, on ne peut pas savoir dans le classe dans lequel nous sommes. Parce que c'est l'argent là qu'on va donner. Et maintenant, on va nous donner notre classe et nous irons faire cours.
Sans l'argent, on ne peut pas faire ça. Je suis là il y a au moins plus de 4 heures parce que je suis là il y a 8h30. Je vais payer l'argent de contribution. En tout cas, moi-même, je ne sais pas. Il y a trop de monde. En plus, on n'a pas de comptable. Il n'est pas du tout rapide. Pas du tout. Ça ne va pas. Donc, mais le point est là, on dit donc. Donc, mais le point est si il y a le point qui m'a signé, paye à sur les bigots blancs yimi. C'est vrai que tous les parents sont pressés de payer la scolarité pour leurs enfants. Mais le vrai problème ici, c'est le comptable seul qui est à l'œuvre. Mais nous y pensons, c'est vrai, on a vu la longue queue. Il y a les inscriptions, il y a les réinscriptions, il y a les anciens élèves également qui veulent payer. Donc le comptable est seul. Nous sommes en train de réfléchir pour voir si peut-être nous allons envoyer certains parents à la CIELCAM pour nous apporter les reçus. Mais ce n'est pas encore effectif pour cette année, mais nous y réfléchissons toujours pour un peu dégager la comptabilité. On ne peut pas créer plusieurs guichets parce que le comptable est seul. Il est responsable de tout ce qui va rentrer. Lorsqu'on va dédoubler des guichets, ça pourrait créer des problèmes. Donc, mais à la CIELCAM, nous sommes en train de réfléchir à comment trouver une solution à cette situation. Le collège d'enseignement général de Tchonvi est aussi confronté au problème d'inondations récurrentes, au manque criard de salles de classe, voire d'enseignants. Nous sommes dans la saison pluvieuse. Quand il pleut là, il y a l'inondation. Nous sommes dans les hangars, il n'y a pas on n'a pas les bâtiments fixés, ce sont les hangars qui sont là-bas. Mais quand la pluie tombe là, nous on est dedans, dans l'eau pour travailler. Ça c'est pas bon. Il faut dire à l'État de changer tout ça là quoi, de venir nous aider. L'année passée aussi, on a des problèmes des professeurs. On n'a pas de professeurs. Mais je ne voulais pas que ça arrive encore. Je veux que l'État nous envoie les professeurs et nous construire les bâtiments. Pour moi, les enfants sont pas en sécurité. Parce qu'il y a l'eau par-ci, l'eau par-là. Et puis il y a les fils d'électricité pour voir un peu la situation. Donc, si l'État pouvait faire pouvait trouver des moyens, c'est-à-dire des moyens pour pouvoir remettre tous ces trucs-là, ça serait bien. Nous voulons que l'État nous apporte autre comptable pour nous aider. Parce que nous sommes nombreux. On n'a pas beaucoup de classes. Pour les cours, ça ne va pas du tout. Les profs aussi, ça ne va pas. Notre latrine aussi est gâtée, donc on a besoin de l'aide de l'État pour les classes. Bon, les conditions ne sont pas favorables, c'est-à-dire il y a un manque de classes. Saison pluvieuse, il y a l'école qui est inondée. Et quand il y a la crue, l'école est inondée. Il y a manque de profs, manque de salles pour les enfants. Il y a des salles qui sont construites avec des tôles et puis c'est inondé. Les enfants restent dans l'eau pour faire les cours au CG Tchonvi. Maintenant, nous avons besoin des salles, des professeurs, un peu de tout quand même. Ce que les collèges de Cotonou ont, on a besoin de ça à Tchonvi. Secondo, la voie de Tchonvi n'est pas acceptable. S'il y a la pluie, les enfants passent dans l'eau pour venir au CG. Au CG aussi, c'est l'eau. Vous voyez. Peu de pluie qui n'a même pas encore fait 1 heure de temps, l'école est déjà inondée. Oui, la forte pluie de lundi a inondé une bonne partie de la cour du CG. Donc, vraiment, nous sommes inondés actuellement. Également, nous avons le besoin des salles de classe. Oui, les besoins en salles de classe sont énormes. C'est vrai, nous avons toujours écrit pour demander le projet SENS, comme c'est le cas dans beaucoup de collèges. Les collèges à Ekpet 2, à Holou, Yémé, Semeokun, Djefa. Ils ont bénéficié de 12 salles de classe. Donc nous attendons également ce projet au CG Tchonvi parce que nous avons beaucoup de hangars précaires. Les apprenants sont à même le sol. Mais nous avons toujours informé l'autorité pour que quelque chose soit fait dans ce sens-là. OK, donc face à cette situation d'inondation dans la cour de l'établissement et aussi dans certaines salles, dans certaines de nos salles précaires, il y a l'inondation.
Donc nous voudrons vraiment humblement appeler Monsieur le maire au secours, sans oublier les hommes et femmes de bonne volonté. Hein, si on peut avoir des voyages de sable, ça nous soulagerait pour que les enfants ne soient pas dans l'eau. Face à cette situation, élèves, parents d'élèves et autorités de l'établissement appellent les dirigeants au secours. Au Nigeria, la nouvelle année scolaire a commencé ce mois-ci, mais plus de 600 écoles sont toujours fermées en raison des vagues d'enlèvement. À la tribune des Nations Unies, le président d'exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a appelé à une réforme des cercles décisionnels internationaux dans le Conseil de sécurité pour une meilleure représentation d'1,4 milliard d'Africains. Le président Vladimir Poutine a ordonné mercredi la mobilisation de 300 000 réservistes pour donner un nouvel élan à son offensive en Ukraine. Bonsoir et merci de nous rejoindre au siège de l'information, la grand-messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Nous abordons là la deuxième grande partie. Mesdames, Messieurs, dans moins de 4 minutes, nous serons en liaison sur le réseau local de Golf TV Africa avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique pour le Washington Forum. Au Nigeria, la nouvelle année scolaire a effectivement commencé ce mois-ci, mais avec plus de 600 écoles toujours fermées en raison d'une vague d'enlèvements contre rançon par des gangs armés, selon les autorités. Ce pays d'Afrique de l'Ouest a déjà l'un des taux d'enfants non scolarisés les plus élevés du monde. On fait le point. La petite ville de Sabo, au sud de l'état de Kaduna, est animée. Mais ce n'est pas une journée typique pour beaucoup dans cette région. À quelques kilomètres du centre, ces écoliers sont unis par un ennemi commun, le conflit armé. La plupart d'entre eux sont arrivés dans cet abri temporaire avec leurs parents en novembre 2021, après que leurs villages ont été envahis par des gangs armés. Nous étions des agriculteurs avant que ces gens ne viennent nous attaquer. Ils ont brûlé toutes nos maisons, nos fermes, nos moyens de subsistance et l'école que fréquentaient nos enfants. Ils ont tout rasé. Cette situation a contraint plus de 600 écoles du nord du Nigeria, y compris dans l'état de Kaduna, à fermer leurs portes. Maintenant, les parents aimeraient inscrire leurs enfants dans des centres mieux sécurisés. Le problème maintenant, c'est que nous n'avons même pas l'argent pour les faire sortir d'ici et aller dans une autre école. Nous avons tout perdu. Ce mois de septembre, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, signale que plus de 20 millions d'enfants nigérians ne sont pas scolarisés, soit une hausse de près de 2 millions d'enfants par rapport à un décompte similaire en mai. Les autorités nigérianes contestent ces chiffres, avançant que la situation s'est améliorée et que le gouvernement a dépensé beaucoup pour l'éducation. Les autorités ajoutent également que les estimations de l'UNESCO ne tiennent pas compte du nombre d'enfants fréquentant des écoles non conventionnelles dans le nord du pays. Mais le chef de la fédération Read and Earn, Lire et Gagner de l'UNESCO au Nigeria, rappelle que de nombreux facteurs contribuent à ces chiffres élevés. C'est une situation complexe. L'insurrection peut en faire partie. Deuxièmement, le décès de leurs parents ou tuteurs responsables des frais de scolarité. Un autre facteur que nous pouvons considérer est le mariage précoce. Celui-là est particulier aux filles. Les autorités nigérianes ont intensifié la répression contre les gangs armés et disent avoir eu un certain succès. Elles affirment que lors d'une récente frappe aérienne,
environ 200 bandits présumés ont été tués. Mais tant que persiste l'insécurité, la menace demeurera et maintiendra probablement les écoles fermées. À la tribune des Nations Unies, mardi, le président en exercice de l'Union africaine, Macky Sall, a appelé à une réforme des cercles décisionnels internationaux, au nom desquels le Conseil de sécurité pour une meilleure représentation d'1,4 milliard d'Africains et a insisté pour une transition énergétique juste et équitable. Le président russe Vladimir Poutine a ordonné mercredi, hier donc, la mobilisation de 300 000 réservistes pour donner un nouvel élan à son offensive en Ukraine, se disant prêt à utiliser tous les moyens de son vaste arsenal contre l'Occident. Suivez. Nous utiliserons certainement tous les moyens à notre disposition pour protéger la Russie et notre peuple. Je dis bien tous les moyens, ce n'est pas du bluff, a martelé M. Poutine en réponse aux pays occidentaux qui l'accusent d'avoir recours au chantage nucléaire contre elle et signifiant ainsi qu'il était prêt à utiliser l'arme atomique. Lors d'une rare adresse à la nation, le président russe a annoncé une mobilisation partielle de 300 000 réservistes, soit à peine 1,1% des ressources mobilisables, a précisé le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Les citoyens mobilisés auront le statut de ceux qui travaillent sous contrat et le niveau de rémunération correspondant. Les employés du complexe militaro-industriel verront leur service militaire reporté pour la période de leur travail dans ces organisations. Pour le porte-parole de la Commission européenne, cette mobilisation ne montre rien d'autre qu'un signe de désarroi. Le discours du président Poutine et les annonces qu'il a faites à la fois sur ces référendums et sur la mobilisation partielle, c'est juste une autre preuve de Poutine, qui n'est pas intéressé par la paix et qu'il est intéressé par l'escalade de la guerre. C'est aussi un autre signe de son désarroi face à la façon dont son agression se déroule contre l'Ukraine. À Kiev, l'annonce de Vladimir Poutine suscite des réactions diverses, mais le dénominateur commun semble une volonté ferme de résister contre l'envahisseur. Je pense que c'est peut-être la dernière chance pour la Russie de maintenir d'une certaine manière les territoires qu'elle a annexés depuis le 24 février, parce que le chantage nucléaire est leur dernière carte. Je pense qu'il ne faut pas se laisser détourner par les déclarations d'un dictateur russe. Parce que le fait qu'il annonce une mobilisation ou le fait qu'il publie un nouveau décret en Russie, cela ne changera rien pour nous en Ukraine. Parce qu'on comprend que tout se joue maintenant. Soit on vaincra la Russie, soit elle occupera la totalité de nos territoires. Cette mobilisation pourrait annoncer un redoublement des violences pour des populations ukrainiennes déjà fortement éprouvées par 7 mois de conflit. Avant même la mobilisation partielle, l'annonce mardi de référendum d'annexion dans les régions contrôlées par Moscou en Ukraine du 23 au 27 septembre avait signalé un durcissement du conflit, une initiative fermement condamnée par les Américains et les Européens. Dans un discours à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 septembre, le président américain a abordé plusieurs sujets au nom desquels la guerre en Ukraine. Il a notamment accusé la Russie d'avoir violé de manière éhontée les principes fondateurs de la Charte des Nations Unies. Joe Biden s'est également dit favorable à une réforme majeure du Conseil de sécurité de l'ONU en augmentant le nombre de ses membres. Chérif Amir, docteur en sciences géopolitiques, évoque quelques grands axes de ce discours. C'est un peu étonnant parce que tout simplement, le principe d'autodétermination des sorts des peuples est un principe qui a été annoncé par les pays occidentaux il y a très longtemps. Ça a été appliqué avec le Kosovo et aussi avec le Timor-Est en Indonésie aussi. Alors pourquoi maintenant, lorsqu'il y aura une partie russophone au sein du territoire historique russe qui demande la réunification avec la Russie, pourquoi ça sera refusé le principe d'autodétermination? Alors, maintenant, c'est un peu paradoxal, bien sûr, parce que tout le monde parle maintenant de
l'appel à la mobilisation partielle, alors ils essayent de mettre les deux contextes, c'est-à-dire le président américain Joe Biden et ses homologues occidentaux, de mettre les deux contextes d'une façon parallèle, c'est-à-dire à dire aux gens que voilà, ce référendum, il est lié à la guerre, ce référendum n'a pas une légitimité. Or, il faut séparer la situation. Il y a un référendum parce qu'on va voir, peut-être la population va dire autrement, on ne sait pas. Et une autre chose, il y a aussi une obligation de la Russie de protéger militairement ceux qui sont sur le territoire, que ce soit des forces militaires ou des civils qui ont la priorité. Donc, à mon avis, bien sûr, il y a une course de déclaration, une course de prise de position de la part de Joe Biden et des responsables occidentaux sur cette question pour juste barrer la route pour ne pas donner à ces populations une légitimité, soi-disant une légitimité historique à décider le sort de leur vie et la vie de leurs enfants. Toujours qu'il y a le jeu sur la sensibilité des pays sous-représentés. Et bien sûr, il y a c'est le moment de jouer sur cette carte. Et il y a aussi, comment dire, une opération de séduction envers certains pays. Si on vous offre la possibilité d'être membre du Conseil de sécurité, est-ce que vous avez la possibilité de dire non à la Russie et la Chine? Est-ce que vous êtes déjà dans l'orbite d'un pays satellite, dans l'orbite des pays du bloc occidental? C'est ça ce qui est la manœuvre. Donc un consensus des 5 pays, un vrai consensus doit être fait. Un dialogue avec la Russie, un dialogue avec la Chine, un dialogue avec tout le monde, avec les 5 membres, et que ce soit clair. Et les discussions doivent être faites en direct aussi, parce que ça concerne le monde entier. Alors cette discussion doit être très claire. Ces négociations doivent être basées sur des principes selon le droit international et non pas la polarisation politique, et diplomatique et militaire. C'est le temps qui va le montrer et on va voir leurs actions, les Américains, envers Taïwan. Alors, est-ce qu'il y aura des provocations pour la Chine ou non? La guerre économique, elle est déjà là. Alors, je ne sais pas vraiment si vraiment Joe Biden ou ceux qui vont le suivre après dans la politique américaine vont vraiment maîtriser la situation pour ne pas provoquer l'escalade. La Banque centrale de Chine a décidé mardi de laisser inchangé le taux d'intérêt préférentiel des prêts à terme à 1 et 5 ans. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Quel sera son impact sur le marché immobilier chinois? Reportage. La stabilisation du taux d'intérêt des acteurs est intervenue alors que la semaine dernière, la Banque populaire de Chine a également laissé inchangé son taux d'intérêt des acteurs à moyen terme, tout en drainant une perte des liquidités des institutions bancaires. Selon les analystes, les décideurs politiques cherchent soigneusement à trouver un équilibre entre le soutien à la reprise économique et la prévention de nouveaux risques économiques. Cette semaine, de nombreuses banques centrales augmenteront leur taux d'intérêt de manière agressive, donc pour maintenir le yuan à un niveau stable. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Banque populaire de Chine a décidé de laisser son taux d'intérêt inchangé ce matin. Sur le plan national, les données économiques du mois d'août ont été publiées il y a quelques jours, en particulier les données sur les crédits. Nous constatons une grande amélioration cette fois-ci. Cela garantit aussi à la Banque populaire de Chine que la réduction des taux d'intérêt peut être mise en pause en ce moment. Étant donné que le taux d'intérêt préférentiel des prêts à terme de 5 années porte sur la tarification des prêts hypothécaires, on pense que la stabilité des taux d'intérêt fait partie des efforts du gouvernement pour soutenir le marché immobilier. Les données relatives au secteur du logement publiées la semaine dernière n'étaient pas solides. Les prix des logements neufs dans 70 grandes villes chinoises ont reculé de 2,1% en glissement annuel le mois dernier.
et ceux des logements d'occasion ont baissé de 3,3%. Les ventes sur surface de plancher ont aussi diminué, s'établissant à 878,9 millions de mètres carrés au cours des 8 premiers mois, soit une baisse de 23% par rapport à la même période de l'année dernière et seulement 0,1 point de pourcentage de plus que le chiffre des 7 premiers mois. Les spécialistes du logement s'attendent néanmoins à un rebond des ventes des biens immobiliers dans les prochains mois en raison de la stabilité ou de la baisse des taux d'intérêt. La baisse du taux d'intérêt préférentiel des prêts peut avoir un effet stimulant sur les achats de logements, mais cet effet est limité. Et les chiffres des ventes dépendent également de l'offre et de la demande. Par exemple, Shanghai va lancer le 5e lot de logements neufs de cette année. En septembre et octobre, les ventes de logements neufs ont augmenté, ce qui stimulera les ventes de logements d'occasion et l'ensemble du marché immobilier. Les agences immobilières font remarquer qu'elles voient désormais davantage d'acheteurs potentiels venir manifester leur intérêt. J'ai reçu environ 3 groupes pour la visite d'appartements chaque semaine du mois d'août. La plupart des clients cherchaient à améliorer leurs conditions d'hébergement. Les chiffres du mois d'août ont été plus stables que ceux des 2 mois précédents. En plus de travailler sur le taux d'intérêt préférentiel des prêts, d'autres mesures gouvernementales visant à raffermir le marché immobilier comprennent l'accélération des approbations de prêts et la réduction du temps nécessaire au déblocage des fonds hypothécaires aux acheteurs. La Chine a officiellement protesté contre les États-Unis. C'est au sujet des déclarations récentes du président Joe Biden à propos de Taïwan, lesquelles violent les engagements de longue date pris par son pays à respecter le principe d'une seule Chine. Suivez. Nous exhortons la partie américaine à reconnaître pleinement l'extrême importance et la haute sensibilité de la question de Taïwan et à respecter le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints américano-chinois, à mettre effectivement en œuvre l'engagement pris par les dirigeants américains de ne pas soutenir la soi-disant indépendance de Taïwan, à traiter prudemment la question de Taïwan et à ne pas envoyer le mauvais signal aux forces séparatistes de Taïwan afin d'éviter de nuire davantage aux relations américano-chinoises et à la paix et à la stabilité du détroit de Taïwan. La Commission des affaires étrangères du Sénat des États-Unis a soutenu un projet de loi visant à renforcer l'aide à la sécurité à Taïwan. Celui-ci prévoit 6,5 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. On ignore à quelle date ce projet sera voté au Sénat, mais la Chine a condamné cet acte, affirmant qu'il envoie un mauvais signal aux séparatistes taïwanais. La Chine soutient que tout échange officiel entre Taïwan et d'autres gouvernements est une violation du principe d'une seule Chine convenu par 181 pays. Voici une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères. Nous demandons instamment à la partie américaine de respecter le principe d'une seule Chine et les 3 communiqués conjoints sino-américains, de mettre sérieusement en œuvre l'engagement pris par le dirigeant américain de ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan, d'arrêter de jouer la carte de Taïwan, d'arrêter d'essayer de contenir la Chine avec la question de Taïwan et de cesser de promouvoir la révision du projet de loi concerné. La Chine, en fonction des progrès et du résultat final de la loi, prendra toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale. Le président iranien Ebrahim Raïssi a déclaré qu'il n'y aurait pas d'accord pour relancer l'accord sur le nucléaire iranien de 2015, à moins que les États-Unis ne fournissent des garanties qu'ils ne vont plus se retirer du pacte, comme l'a fait l'administration Trump en 2018. Suivez. Alors que les dirigeants du monde commencent à se rassembler à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies, le président iranien Ebrahim Raïssi a mis un frein à tout espoir de relancer l'accord international sur le nucléaire iranien de 2015. Raïssi a déclaré à la télévision américaine CBS News que depuis que l'administration Trump s'est retirée unilatéralement de l'accord en 2018, Téhéran veut des garanties de Washington qui montrent que cela ne va plus se reproduire sous une nouvelle administration. Un expert a déclaré à la VOA qu'il serait très difficile pour toute administration américaine d'offrir de telles garanties à Téhéran.
Donc je pense que ce que la partie iranienne doit comprendre, c'est que s'ils veulent vraiment rendre le prochain accord plus durable et plus difficile, pour que tout président américain ne le révise pas, c'est dans l'intérêt supérieur de l'Iran d'élargir rapidement le dialogue politique avec les États-Unis pour instaurer la confiance. Dans une interview accordée au bureau de la VOA à la Maison-Blanche, le coordinateur du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les États-Unis et l'Iran sont désormais très loin d'un accord. Toutefois, il pense toujours qu'il vaut mieux que cet accord sur le nucléaire iranien soit relancé. Les États-Unis sont toujours déterminés à revenir dans l'accord, à le remettre en œuvre, car encore une fois, nous pensons que l'accord fonctionnait avant le retrait de l'administration précédente. L'Iran est maintenant plus proche de la capacité d'évasion, pendant que vous et moi sommes assis ici, qu'il ne l'était lorsque l'accord a été mis en place en 2015. À Capitol Hill, les législateurs républicains s'opposent aux efforts de l'administration Biden pour que l'accord soit à nouveau mis en œuvre. Le député Tim Burchett a déclaré à la VOA que, selon lui, l'Iran ne traite pas de bonne foi. Ils font des demandes assez déraisonnables et irréalistes. Ils veulent tous les avantages économiques de l'accord de 2015 et ils veulent mettre fin à l'enquête des Nations Unies sur certaines de ces matières nucléaires non déclarées en Iran. Michael McCall, membre républicain de haut rang de la commission du service extérieur de la Chambre, a déclaré à la VOA qu'il s'inquiète de ce que Téhéran ferait si les sanctions étaient assouplies en cas de relance de l'accord sur le nucléaire iranien. Ce qui m'inquiète, c'est qu'en levant les sanctions et que des milliards de dollars vont en Iran, nous revivions la même expérience que la dernière fois. Le financement d'opérations terroristes en Syrie et en Irak, au Liban avec le Hamas et aussi au Yémen avec les rebelles Houthis. À l'âge de l'ONU, la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a appelé l'Iran à accepter la proposition sur table de relancer un accord nucléaire, avertissant qu'il n'obtiendrait pas de meilleure offre. Le président iranien Raïssi a déclaré donc qu'il n'y aurait pas d'accord sur le nucléaire iranien, à moins que les États-Unis, comme je vous l'ai dit, donnent des garanties pour ne pas ressortir du pacte. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent nous rendre en Russie pour parler du référendum. Les républiques Donetsk et Lugansk, reconnues par Moscou, ont annoncé qu'un référendum aurait lieu prochainement afin de permettre à la population de se prononcer sur une éventuelle adhésion à la Russie. D'autres régions sont concernées aussi. Suivez. Cela fait déjà plusieurs mois que l'on parle de référendum dans le Donbass. Il en était déjà question au mois de mai dernier. Mais en effet, tout s'est accéléré ces derniers jours. Ce lundi, les autorités des républiques de Donetsk et de Lugansk ont fait savoir qu'elles comptaient organiser au plus vite un référendum de rattachement à la Fédération de Russie. On a depuis appris que ce référendum se tiendra entre les 23 et les 27 septembre. C'est un extrait de la vidéo dans laquelle le dirigeant de la République de Donetsk joint par téléphone son homologue de Lugansk. Je crois que nous devons travailler sur certains points et synchroniser certaines de nos actions. J'aimerais aussi énoncer ce qui suit. Je propose d'unir maintenant les efforts de l'administration des chefs des républiques, du personnel des parlements, pour qu'ils élaborent les étapes, le plan d'action qui permettra de commencer la préparation du référendum. Dans la foulée, les autorités de la région de Kherson, mais aussi celles de Zaporozhye, ont annoncé vouloir faire de même. Chers habitants de la région de Kherson, chers compatriotes, presque tous les jours, des organisations civiles ainsi que des citoyens ordinaires m'adressent des appels afin d'organiser le plus vite possible un référendum sur l'adhésion à la Russie. Compte tenu de tout cela, la direction et l'administration de la région de Kherson ont décidé de préparer et de tenir un référendum sur l'adhésion de la région de Kherson à la Fédération de Russie. Ces propositions de référendum ont reçu un écho positif à Moscou en la personne de Dmitry Medvedev, l'ancien président et actuel vice-président du Conseil de sécurité. C'est ensuite le président de la Chambre des députés qui a soutenu l'initiative des représentants du peuple du Donbass avec le consentement de l'Assemblée présente. C'est à eux de choisir maintenant.
Et si, par une manifestation de volonté expresse, ils disent qu'ils veulent faire partie de la Russie, chers collègues, nous les soutiendrons. Êtes-vous d'accord avec cela ? Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, interrogé à la volée sur le sujet, a également réagi. Dès le début de l'opération militaire spéciale et pendant la période qui l'a précédée, nous avons dit que c'était au peuple de ces territoires de décider de leur sort. La situation actuelle confirme qu'ils veulent être maîtres de leur destin. Bien entendu, comme on pouvait s'y attendre, ces initiatives ne sont pas du goût des autorités de Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait savoir qu'une telle décision fermerait définitivement la porte à une résolution diplomatique du conflit. Si les occupants prennent la voie des pseudo-référendums, ils fermeront eux-mêmes la porte à toute possibilité de négociation avec l'Ukraine et le monde libre, dont la Russie aura clairement besoin à un moment donné. Les événements s'enchaînent, les référendums devraient donc se tenir dans les tout prochains jours. Les autorités des régions qui cherchent à être rattachées à la Russie ont en tête un exemple, celui du référendum du 16 mars 2014, lorsque la population de Crimée a choisi à une très grande majorité de rejoindre la Fédération de Russie. Une volonté confirmée par 82% des Criméens dans un sondage publié un an plus tard par l'Institut GFK Ukraine. Et ce sera tout pour cette grande messe de l'information du soir sur Golf TV Africa. Mesdames, Messieurs, toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion vous remercie de nous avoir suivis. Dans un instant, vous pourrez suivre le documentaire de ce soir qui revient sur les grands axes de la conférence nationale des forces vives de la nation du Bénin. Et puis, Mesdames, Messieurs, n'oubliez pas le rendez-vous de ce soir, le grand rendez-vous du débat contradictoire. Mesdames, Messieurs, ce sera bien entendu le Bénin à l'épreuve de la réforme du système partisan. C'est tout à l'heure, je vous le rappelle une fois encore, à partir de 21h sur Golf TV Africa et Golf FM Africa. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous.